L'État, est-ce notre plus grande invention ou notre plus terrible erreur? C'est une question immense qui traverse les siècles et qui continue de nous interpeller. L'État est-il notre gardien ou notre cage? Cette interrogation, elle est vraiment au cœur de toute la philosophie politique. D'un côté, on a la promesse de la sécurité, de l'ordre. De l'autre, il y a l'exigence de la liberté. Peut-on vraiment concilier les deux? C'est ce paradoxe, ce tiraillement permanent que nous allons explorer. Alors commençons par là. Examinons de plus près cette tension fondamentale. L'État nous offre la sécurité, une chose précieuse, mais le prix à payer, c'est notre obéissance, c'est une part de notre autonomie, c'est le pacte, et c'est aussi potentiellement le piège. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas du tout un problème nouveau. C'est le dilemme qui a tourmenté les philosophes depuis des centaines d'années. La question c'est comment bénéficier de la protection de l'État sans finir écrasé par sa puissance? Pour bien comprendre d'où vient ce débat, il faut faire un retour aux sources. Il faut imaginer la vie avant l'État. Et là-dessus, on a deux visions qui s'opposent radicalement. Plongeons dans la pensée de deux géants, Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau. D'un côté, on a Hobbes qui nous dépeint un véritable cauchemar. Une guerre de tous contre tous, une angoisse permanente de la mort violente. Et de l'autre côté, Rousseau qui imagine une sorte d'âge d'or, un paradis perdu de liberté et de bonté qui aurait été détruit par une seule chose, l'invention de la propriété privée. Évidemment, ces deux points de départ vont mener à deux conceptions radicalement différentes de l'État. Pour Hobbes, le calcul est d'une logique implacable, presque glaciale. Dans son œuvre monumentale Le Léviathan, il nous dit que la peur de mourir de façon violente est tellement insupportable que les humains sont prêts à renoncer à toute leur liberté. Il les transfère à un souverain absolu. Sa seule mission? Assurer la paix, peu importe le prix. La sécurité d'abord, la sécurité avant tout. Rousseau, lui, part d'un constat complètement inverse et tragique. La société nous a enchaînés. Mais attention, son but n'est pas de prôner un retour naïf à la nature. L'enjeu de son contrat social, c'est de trouver une forme de fer, une forme de chaîne qui soit légitime. Une organisation sociale qui préserve une forme de liberté tout en nous liant les uns aux autres. Et c'est là qu'intervient ce concept absolument central, le contrat social. C'est l'idée qui sert de pont entre l'anarchie de l'état de nature et une société organisée. Mais voilà, une fois que cet état est créé, comment est-on sûr qu'il ne va pas se transformer en monstre? On passe donc de la question du pourquoi l'État existe à la question bien plus technique et cruciale du comment. Comment fait-on pour que l'État reste un serviteur et ne devienne pas un maître? Comment empêcher le pouvoir de déraper vers la tyrannie? Le sociologue Max Weber nous offre une définition d'une clarté redoutable. Le mot le plus important ici, c'est légitime. Ce qui différencie l'État d'une bande de criminels, c'est qu'on reconnaît que son usage de la force est juste. Mais c'est précisément ce monopole de la violence qui le rend si dangereux. Alors, quelle est la solution? Montesquieu nous donne une piste. Et c'est une idée de génie. Il ne faut surtout pas compter sur la gentillesse ou la vertu des dirigeants. L'histoire prouve que c'est une illusion. Non, la solution est architecturale. Il faut construire une machine institutionnelle où les pouvoirs se freinent et se contrôlent mutuellement. Et voici le plan de cette machine, devenu le fondement de nos démocraties. L'idée n'est pas d'affaiblir le pouvoir, mais de le diviser. 3 branches bien distinctes, bien indépendantes. Le législatif, qui écrit les lois, l'exécutif, qui les met en œuvre, et le judiciaire, qui en juge l'application. Chacun surveille les autres. C'est un équilibre des forces, un mécanisme d'horlogerie conçu pour protéger la liberté. Mais que se passe-t-il quand ce bel agencement ne fonctionne plus? Quand l'État, qui devrait être notre bouclier, devient l'arme même de l'injustice? Là, on change complètement de paradigme avec Karl Marx. Pour lui, toutes les théories précédentes sont naïves. L'État n'est jamais neutre, il n'est jamais un arbitre impartial. C'est l'instrument de la classe économique dominante pour asseoir son pouvoir et exploiter les autres. La politique pour Marx, ce n'est que la guerre économique continuée par d'autres moyens. Et la littérature vient donner une voix et un visage à cette critique. Victor Hugo, dans Les Misérables, ne fait pas de la théorie abstraite. Il nous montre dans la chair de ces personnages le coût humain d'un système, d'un État qui fabrique de la misère. Il personnifie l'injustice. Et tout cela nous amène à une question vertigineuse, une question aussi vieille que la tragédie grecque d'Antigone. Que faire lorsque la loi des hommes entre en collision frontale avec sa propre conscience, avec ce qu'on estime être juste? C'est Thoreau qui a théorisé ce concept au XIXe siècle. La désobéissance civile, ce n'est pas juste enfreindre la loi. C'est un acte politique, public, réfléchi et fondamentalement non violent.
C'est un acte qui dit haut et fort. Cette loi est si injuste que mon devoir moral est de la refuser publiquement et je suis prêt à en assumer les conséquences. C'est l'épreuve de vérité de la conscience face au pouvoir de l'État. Et maintenant, le récit arrive à son point le plus sombre. Parce que le XXe siècle a apporté une réponse absolument terrifiante à la question de savoir ce qui se passe quand le pouvoir de l'État devient total, sans aucune limite. Ce slogan terrifiant de George Orwell illustre l'arme suprême du totalitarisme. Ce n'est pas seulement la violence physique, c'est la destruction du sens, du langage et donc de la pensée elle-même. En inversant la signification des mots les plus fondamentaux, le régime rend toute pensée critique impossible. La philosophe Hannah Arendt, qui a analysé ce phénomène de près, a été très claire. Le totalitarisme est une créature d'un genre nouveau. Le tyran classique veut simplement qu'on lui obéisse. Le régime totalitaire, lui, a une ambition bien plus folle. Il veut une domination totale. Il veut entrer dans l'esprit des gens, détruire leur individualité pour la refaçonner. Et pour accomplir ce projet monstrueux, il déploie un arsenal bien précis. D'abord, une idéologie qui prétend avoir réponse à tout et qui se substitue à la réalité. Ensuite, une terreur permanente qui brise les liens de confiance entre les gens et isole chaque individu. Puis, l'anéantissement de tout espace, public ou privé, où une pensée libre pourrait naître. Et enfin, bien sûr, les instruments de cette terreur, la police secrète et les camps. On pourrait penser que tout ça c'est de l'histoire ancienne, mais en réalité ce débat entre la protection et le contrôle, entre la liberté et la sécurité, est peut-être plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Des penseurs comme Michel Foucault nous ont montré que le pouvoir moderne est souvent plus subtil, plus diffus. Il ne s'exerce pas seulement par la force, mais aussi par des institutions comme l'école ou l'hôpital qui normalisent nos comportements. Et aujourd'hui, avec la surveillance numérique, cette logique de contrôle atteint un niveau d'efficacité et d'omniprésence que même Foucault aurait eu du mal à imaginer. Et c'est la question que tout ce parcours philosophique nous laisse. À l'ère de l'intelligence artificielle, des big data, où est-ce qu'on trace la ligne ? Cette ligne fragile entre la protection que l'on attend de l'État et un contrôle qui pourrait devenir total. Comment s'assurer que le gardien ne devienne jamais définitivement notre cage numérique ? La question plus que jamais reste ouverte.